Bonjour Lucas, Salut Hilarion et salut Lumina. comment vas-tu? Je vais très bien, et vous, vous allez bien? Nous on va très très bien, merci. Pas de problème. J'en profite pour dire bonjour à ceux qui regardent la vidéo. Salut, voilà. Mes auteurs favoris en tant qu'écrivain, alors j'ai une sainte trinité. J'ai trois écrivains favoris, donc c'est ce qui est un peu le principe d'une trinité, j'ai envie de dire, donc jusque-là c'est logique. Mais les trois écrivains étant Marc Falvaux dans un premier temps, qui est un écrivain français de polar et de noir en général, qui a vraiment une plume très très sensible. Je veux dire. Il a vraiment cette capacité à être émotif sans être verbeux, ce que beaucoup n'en ont pas. Le second, c'est Cédric Cyr. C'est un écrivain de fantastique, et de noir aussi un petit peu, et de thriller plus récemment. Il a un peu délaissé le fantastique pour faire plus de thriller, et il est bon dans les deux domaines. Et c'est vraiment un écrivain qui a une écriture très cinématographique, une écriture très visuelle, et en même temps qui a un style qui accroche. Et c'est très rare les écrivains qui arrivent à avoir les deux, c'est pour ça que c'est un de mes écrivains préférés. Et le troisième, c'est Frédéric Livens, un écrivain belge, lui, qui vit très près de chez moi d'ailleurs. C'est un écrivain qui écrit un peu de tout, un peu de policier, un peu de fantasy, un peu de littérature pour l'enfance aussi. Du noir, du policier, plein de trucs. Mais c'est surtout quelqu'un qui écrit avec beaucoup de modestie, je dirais. Donc c'est quelqu'un qui se voit comme un petit écrivain médiocre, même si c'est pas le cas, je trouve, mais bon, ça n'engage que moi, et qui a vraiment cette capacité à se dire bon ben, je fais mon boulot et advienne que pourra, j'écris ce que j'aime et puis voilà. Et résultat, il a une écriture très décomplexée, très directe, qui fait que ses œuvres ont souvent un charme qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs avec des écrivains qui se prennent un petit peu plus la tête. Voilà. C'est mes trois écrivains préférés. Après, dans d'autres domaines que la littérature pure, si j'ose dire, en matière de manga, il y a un mangaka qui m'a influencé beaucoup plus que les autres, c'est Yoshihiro Togashi, qui est le mangaka qui a écrit, entre autres choses, Yu Yu Hakusho et Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter selon ta religion. Voilà, si tu es un otaku de l'extrême et que tu sais qu'il ne faut pas prononcer le X, tu dis Hunter x Hunter, mais si tu es comme moi et que ton cerveau d'occidental n'arrive pas à assimiler le fait que le X soit muet, bah, tu fais Hunter x Hunter. Voilà. C'est comme tu veux. Voilà. Enfin, disons que ce que j'aime beaucoup chez ce mangaka, c'est sa capacité à mêler dans ses histoires déjà des genres qui se mélangent pas forcément d'habitude, parce que Hunter x Hunter, c'est vraiment quelque chose qui est à la croisée de la science-fiction, de la fantasy, et qui change de genre quasiment à chaque arc narratif. Quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire le premier arc, c'est un shonen classique. Le second, c'est un film de mafieux. C'est une histoire de mafieux, quoi. Donc vraiment, il a cette capacité à se renouveler. Mais aussi, comme je le disais, il y a le côté croisé des genres et le côté très hybride dans l'univers. Un exemple, Yu Yu Hakusho, qui est mon manga préféré. Alors Hunter x Hunter est très bien, mais Yu Yu Hakusho, il sera toujours au-dessus pour moi. Un exemple de Yu Yu Hakusho, donc, c'est ce côté énergie spirituelle, ce côté ancien Japon, qui coexiste avec le côté un petit peu SF et un petit peu anticipation de l'univers. Ça, j'aime beaucoup. Il y a l'exemple, par exemple, de la machine qui mesure ta force spirituelle. Bah, c'est une machine de boxe. Ouais. Tu tapes dedans, elle mesure ça. Avec, on sait pas comment ça marche, mais voilà, c'est magique. Et c'est de la SF en même temps. Enfin, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup chez lui. En termes de cinéma, maintenant, j'ai pas vraiment de réalisateur phare parce que je suis pas un très gros cinéphile. Le film qui m'a le plus marqué, le film que j'aurais aimé faire, en fait, c'est Mad Max Fury Road, qui arrive à mêler action et symbolique du début à la fin. Et rien que pour ça, ça force le respect, je trouve. Et puis un film qui m'a beaucoup diverti et touché. C'est un petit peu ça la raison d'être de l'art à la base, faut pas l'oublier. Avant d'être compris, il faut que ça génère des émotions. Sinon, le dernier film qui m'a vraiment marqué, c'est Joker, la dernière version qui est sortie il y a pas très longtemps. Moi je suis allé le voir innocemment en mode tiens, une réécriture du Joker. Je suis sorti de là, oui voilà. Quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a beaucoup plus marqué, mais positivement, c'est-à-dire disons. C'est un truc qui m'a marqué. J'ai beaucoup aimé la façon dont le personnage vit une descente aux enfers
mais qui était salvatrice pour lui, parce que quelque part, il n'avait pas le choix. Quelque part, il était fait pour ça. Enfin, bon, c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est pas à assimiler comme une leçon de vie pour soi, mais en tant que construction de personnage, c'est très intéressant. Voilà. Et c'est à peu près tout pour ce qui m'a influencé dans... Ah non, il y a la musique aussi, parce que j'ai des projets musicaux par rapport à Convergence. S'il y a 3 groupes que je devais citer, alors, le premier, c'est Magoyon. C'est un groupe français qui a été formé par plein de musiciens qui évoluent dans la sphère de la saga audio et qui écrit des albums et de la musique, surtout autour de tout ce qui est horreur, pop culture, du monstre, etc. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de leur musique. Il y aura sûrement une de leur musique dans Radio Résistance un de ces jours, le jour où ils répondront à mon mail où je leur demande est-ce que vous voulez bien que j'utilise votre musique. Voilà, a priori oui, mais voilà, vu que par principe je demande, j'attends leur réponse. Niveau musique, mon compositeur préféré c'est aussi Luca Turilli, qui est un compositeur qui mêle musique métal et musique classique / de films d'action, et qui vraiment a une capacité de composition assez incroyable, autant en termes de quantité que de qualité. Et plus particulièrement de lui, je vous conseillerais l'album qui s'appelle Prometheus, qui est pour moi vraiment du métal symphonique. C'est-à-dire, c'est pas du métal en mode on prend du métal et on rajoute un peu d'effets symphoniques par-dessus. Non, c'est là, il s'est dit sur cet album, on va faire de la musique symphonique avec l'héritage métal. Et donc, ça veut dire, dans la musique symphonique, chaque instrument a un rôle très précis. Et donc, ça crée un album dans lequel la guitare n'est qu'un instrument parmi des dizaines d'autres, et dans lequel la guitare a un rôle très précis. Et au final, ça donne un album assez étrange et assez inédit dans le genre, parce que ça donne un album, en fait, où parfois la guitare, on l'entend qu'à un seul moment du morceau, où on l'entend très peu, juste pour le solo, ou juste pour appuyer un peu la rythmique. Donc vraiment, là, c'est la première fois que j'ai entendu un album, et la seule d'ailleurs, que j'ai entendu un album qui ne faisait pas du métal symphonique juste pour le côté on aime bien comment ça sonne, mais où il s'est vraiment dit faisons vraiment de la musique symphonique. Voilà, et je crois que mes plus grandes forces d'un point de vue artistique, alors, je dirais que c'est ma capacité d'improvisation, c'est-à-dire ma capacité à y aller sans plan, à y aller sans forcément avoir d'idée précise de là où je vais, juste un point de départ, une idée vague de là où je veux arriver, et à m'en sortir. C'est-à-dire que vraiment, je suis quelqu'un qui travaille à l'idée. Je suis quelqu'un qui travaille, qui me lève un matin ou qui suis sous la douche. Tiens, si je faisais ça. Et le soir même, je ne sais pas très bien où je vais, mais je l'écris. Après, c'est un truc que j'ai tendance à de plus en plus laisser de côté. Parce que Convergence, vu que c'est une saga assez ambitieuse en termes du nombre d'œuvres que ça va mobiliser, forcément, pour éviter les incohérences, je suis forcé de faire des plans et de faire des frises chronologiques, plein de choses comme ça. Donc c'est une chose que j'ai tendance à pas forcément utiliser. Mais ça m'aide beaucoup pour les épisodes, parce que ça me permet vraiment de les écrire quand j'en ai envie. C'est-à-dire que comment ça se passe un épisode de Radio Résistance, par exemple, c'est pendant 3 semaines, je fais rien. Je sais, j'ai la structure de l'épisode, mais je fais rien. Et puis quand je sens que j'en ai envie ou que c'est le moment, hop là, j'y vais, et en 3-4 heures, l'épisode est écrit. Et il n'y a pas beaucoup de relecture à faire. Je suis vraiment quelqu'un qui... Et donc pour conclure là-dessus, oui, c'est ma plus grande force d'un point de vue artistique, je trouve, cette capacité à vraiment y aller, à improviser et à travailler vite. Après, c'est aussi une faiblesse quelque part, parce que ce côté improvisateur a fait que très souvent je négligeais tout ce qui est écriture de synopsis, création de plans, de schémas narratifs, etc. Et le résultat, le jour où j'ai dû vraiment mettre pour Convergence, parce que j'avais un truc que j'avais vraiment envie de réussir et qui était vraiment ambitieux pour une fois, et c'était pas juste un petit roman que je voulais écrire dans mon coin, j'ai dû apprendre tout ça sur le tas et c'était un petit peu compliqué après avoir pris des habitudes d'improvisation. Alors, mon parcours professionnel. Alors, j'ai un parcours... D'un point de vue scolaire, j'ai eu un parcours très 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 chaotique parce que j'ai été très mal orienté à la sortie du bac, en fait. Pour l'histoire, j'ai été en école maternelle, puis école primaire
privé catholique. Ouais, parce qu'on m'avait mis dans le privé, parce que dans le public, je me faisais tabasser. C'était une école assez stricte, mais j'ai pas particulièrement de mauvais souvenirs, à part un professeur que j'avais en CE2, mais ça n'avait rien à voir avec le côté catholique, c'est juste que c'était vraiment une peau de vache. Mais bon, là n'est pas la question. Brigitte, si vous regardez ça, je vous déteste. Ouais. Bref. Donc j'ai pas particulièrement de mauvais souvenirs de cette école parce que c'était une école où on avait des cours de catéchisme et le reste du temps on parlait pas de religion. C'était vraiment pas, il y avait vraiment pas de côté culpabilisant ou de côté très moralisateur. Non vraiment. C'était juste strict. C'était pas écrasant. Et puis ça te donnait une certaine culture d'un point de vue religieux, parce que c'est une culture, mine de rien. Ça m'empêche pas d'être agnostique aujourd'hui, mais c'est pas un mauvais souvenir de ce côté-là. Ensuite, collège, rien à signaler de particulier. Si ce n'est que je suis retourné dans le public parce que mes parents se sont embrouillés avec le directeur du lycée privé ou du collège privé où j'étais. Pour le lycée, bon, moi j'ai passé un bac L, voilà. Hein, le bac chômage, comme disaient les S, tout ça, voilà, les bons vieux clivages, on n'en revient pas. Ensuite, pour la fac, c'est là que ça a commencé un peu à partir en couille, parce que, premièrement, à l'époque où je suis entré à la fac, il s'est passé un truc dans ma vie dont je parlerai pas ici, parce que ça n'y crée l'ambiance, qui a fait que j'étais vraiment pas en état de suivre des études de ce genre. Et deuxièmement, il y a le fait que j'étais un gros branleur parce que j'ai réussi à passer absolument toute la primaire, le collège et le lycée sans en foutre une, parce que j'avais des facilités, une bonne mémoire et un sens de l'improvisation. Donc je révisais quasiment jamais, j'ai juste quand même révisé un peu pour le bac pour assurer mes arrières un mois avant le bac, histoire de vraiment être prudent, mais le reste du temps je ne travaillais pas. Et en plus, je savais pas du tout où je voulais aller, quoi. J'ai été mal orienté. En plus, on le dira jamais assez. Dire à quelqu'un de 18 ans, vas-y, choisis maintenant le truc que tu feras pour le reste de ta vie. Quand des gars de 30 ans se réveillent un jour et se disent, en fait, j'ai pas envie de faire ce que je suis en train de faire, c'est compliqué, quoi. Enfin voilà. Et pour toutes ces raisons, je me suis très mal orienté. J'ai fait une première année de lettres, une première année d'anglais. Non, d'abord une première année d'anglais, puis une première année de lettres. Ensuite, j'ai rien foutu pendant plus ou moins un an et mes parents en ont eu marre. J'ai fait des trucs, j'ai fait des boulots. Puis après, j'ai tenté c'est un bachelier qu'on dit en Belgique. C'est un bachelier de droit. En gros, c'est comme une licence en France. Alors, je me suis planté, mais comme j'étais très bon en droit social, j'ai eu pendant un temps un boulot dans les ressources humaines, mais ça n'a pas marché. Puis, je me suis réorienté en lettres et là, c'est passé. Et aujourd'hui, je suis en Master 2 de littérature de jeunesse. J'ai passé mes derniers examens, je vais rendre mes derniers dossiers. Après, il restera plus qu'au semestre prochain que le mémoire et le stage. Et donc aujourd'hui, j'ai déjà un boulot à moitié au black, on va dire. S'il vous plaît, le fisc, ne me faites rien. À moitié au black dans une maison d'édition, dans laquelle je fais mon stage maintenant. Donc voilà, mon statut a été légalisé, il n'y a plus de problème. Voilà. Où je me sens très bien, il n'y a vraiment pas de problème. Et j'espère qu'il y aura le CDI au bout du chemin. Et si ce n'est pas le cas, j'irai sûrement travailler en librairie. Donc voilà, pour résumer mon parcours, je dirais chaotique. Mais au final, j'ai réussi, avec de la persévérance, le soutien de mes parents et beaucoup de chance à m'en sortir. Alors, plein de choses, parce que en fait, Convergence, c'est un univers sur lequel je bosse depuis que j'ai plus ou moins 14 ans. J'en ai 29 aujourd'hui, donc voilà, ça remonte. Donc, comme je l'ai dit, il y a les mangas de Togashi, déjà, dans leur côté un peu hybride qui m'ont inspiré. Alors ensuite, d'un point de vue jeu vidéo, alors il y a une série, il y a un studio qui a bercé mon enfance, c'est Blizzard, avec les sagas Warcraft, Starcraft et Diablo, qui étaient les œuvres dont j'étais le plus fan quand j'étais môme. Aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui Blizzard a vendu son âme à Activision, donc c'est un peu moins le cas. Mais voilà, disons que dans ma façon de créer une histoire, la première fois que j'ai voulu créer des histoires,
j'ai clairement été voir du côté de Warcraft, de Starcraft et de Diablo, quoi. C'était vraiment les modèles que j'avais en matière de référence. Et c'est resté aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont dans Convergence qui viennent de ces 3 licences. Ensuite, en termes de littérature, il y a la saga The Witcher qui m'a beaucoup influencé pour son côté très anti-manichéen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages dans The Witcher qui sont fondamentalement humains, c'est-à-dire créatures de bons ou de mauvais. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, surtout dans The Witcher, c'est les gens qui sont fondamentalement bons, qui ont envie de bien faire les choses, et qui se heurtent au monde, qui doivent donc faire des concessions. Et c'est en ça que ces personnages sont très proches de nous. C'est-à-dire que je pense que, étant quelqu'un de plutôt optimiste, je pense que la plupart des gens sont des gens bien, qu'ils ont des principes qu'ils veulent appliquer, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile d'appliquer ces principes au monde, pour ne pas dire impossible. Résultat, qu'est-ce que font les gens au quotidien? Des concessions. On ne peut pas constamment faire le bien. Alors pour s'en sortir, il faut accepter un mal nécessaire. Et c'est constamment comme ça qu'on fonctionne dans notre monde. C'est comme ça que fonctionnent c'est quelque chose qui est éthique. 1, 2, 3. Et c'est quelque chose que l'écrivain de The Witcher, qui encore une fois a un nom que je n'arrive jamais à prononcer parce que c'est un nom polonais que je n'arrive ni à prononcer ni à retenir. Il m'excusera, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il a réussi à retranscrire dans ce monde de façon très réaliste, tout en gardant le côté fantasy. Tout en gardant le côté fantasy avec un bestiaire, avec une magie avec une magie bien construite, et une ambiance onirique. Une magie bien construite et une magie cohérente. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup chez lui, sa capacité à créer un système magique, une façon dont la magie fonctionne, mais scientifique, c'est-à-dire la magie dans The Witcher, c'est pas tu cries très fort une formule à la Harry Potter et il y a un sort qui apparaît. Non, là clairement, c'est en fait à chaque fois que tu lances un sort, tu fais appel à 15 théorèmes scientifiques. En fait, il y a même un passage dans le livre où on apprend qu'en fait, si jamais tu lances un sort dans le monde de The Witcher, mais que ta main n'est pas dans la bonne position, tu peux te suicider. Donc clairement, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté très construit dans la magie. Pour le côté alors je précise une chose, pour le côté anti-manichéen, vous pourriez me dire que c'est une chose qu'on trouve aussi dans Game of Thrones, sauf que contrairement à tout le reste de l'humanité, je n'ai pas du tout aimé Game of Thrones, parce que je trouve que là c'est tout le contraire de The Witcher en fait. C'est des gens, c'est pas des gens bien qui se heurtent au monde, c'est des gens complètement indifférents qui ont leur place dans un monde complètement cynique en fait. La plupart des personnages de Game of Thrones, si tu laisses de côté Tyrion et quelques autres, ce ne sont pas des gens qui sont confrontés à la limite de leur morale, c'est des gens blasés. Et je trouve que c'est beaucoup moins réconfortant et beaucoup moins intéressant à suivre surtout. Parce que Ulan n'est pas forcément fait pour te réconforter ou te faire te sentir bien, non mais ça à la rigueur, mais c'est surtout que c'est très peu intéressant à suivre, parce que je trouve que les personnages de Game of Thrones ont une évolution quasi nulle en fait pour la plupart. Alors il y a beaucoup de fans qui diront oui mais non parce que au début de la saga ils sont des connards, à la fin c'est des gens sympas. Non, c'est juste que tu as appris à comprendre ce qui faisait qu'ils étaient comme ça. Tu as appris à comprendre pourquoi, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui baisse sa sœur jumelle, là. Enfin bref, vous verrez de qui je parle. Tu as appris à comprendre pourquoi il est comme ça. C'est toujours un connard qui aime maladivement sa sœur. Et ce sera toujours comme ça, toujours comme ça. Alors, il y a 2 raisons à ça, enfin 2 raisons principales. La première, c'est une raison économique, je dirais. C'est que c'est pas cher à faire. Il faut un dessinateur qui te suive dans tes délires, en l'occurrence Norman. Salut Norman. D'ailleurs, il y a une interview de lui sur cette chaîne, d'ailleurs. Donc, je compte sur vous, mettez une fiche, une interview de Norman, le dieu local, tout ça, voilà. Et il faut un micro, et il faut des gens et il faut un doubleur, en tout cas au début, et puis une équipe de doubleurs quand tu deviens plus ambitieux. Déjà ça, c'est que c'était facile à faire, c'est que si j'avais voulu écrire un roman, il aurait fallu que je démarche plein d'éditeurs pour trouver le bon, ou que je me fasse auto-éditer, ce que j'avais absolument pas envie de faire, pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet. Si j'avais voulu faire un court-métrage, j'en parle même pas, là le budget effets spéciaux aurait explosé. Donc la saga audio me paraissait le meilleur moyen de commencer sans me reposer sur un financement.
trop important en tout cas. Et la seconde raison, c'est une raison artistique, parce que, alors c'est une chose que vous n'avez pas forcément vue, en tout cas pas forcément compris, une chose que vous n'avez pas forcément comprise même, mais en fait, dans tous les médias que j'utilise, que ce soit roman, saga audio et autres choses qui viendront, je joue toujours sur le côté méta de l'œuvre. C'est-à-dire que, l'exemple qui vous fera comprendre ce que je veux dire. Donc dans la saga audio Radio Résistance, en fait, à la fin de chaque épisode, il y a un moment de silence, suivi du bruit d'un bouton de radio qu'on presse, et puis le bruit blanc de la radio s'arrête. S'arrête. Ce qui nous fait comprendre en fait ce qui nous fait comprendre à la fin de chaque épisode qu'en fait quelqu'un écoute l'émission. Ce qui veut dire qu'on est en fait du point de vue de quelqu'un qui écoute l'émission. Alors, qui était cette personne? Qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son poids, son âge, ses préférences sexuelles? Enfin, on ne sait pas, voilà. Eh bien, vous le saurez dans l'épisode 6 de Radio Résistance à venir. Teasing. Et oui, j'ai aucune pitié pour cette interview. Bref. Donc voilà. C'est pareil quand je fais un roman, je fais beaucoup s'interroger j'essaie de faire beaucoup s'interroger le lecteur sur le point de vue qu'il a. Et voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire une saga audio, parce que en fait, ça me plaisait beaucoup de jouer sur le côté. Tu crois que c'est juste une saga, mais en fait, du point de vue de qui tu es. Du point de vue de qui tu es, tu ne sais pas en fait. Mais, voilà. Beaucoup de gens sont passés à côté de ça, j'ai l'impression, mais en temps voulu, ça prendra son importance dans le scénario de Radio Résistance. Donc je pense qu'ils vont devoir s'interroger là-dessus tôt ou tard. Et voilà, j'aime beaucoup me faire l'auditeur, lecteur ou spectateur s'interroger sur les limites du média qu'il regarde et sur ces notions de base. C'est pour ça que j'ai voulu faire une saga audio, parce que j'y voyais une bonne occasion de travailler ça. Par exemple, à la base, Radio Résistance devait être un roman. À la base, je l'avais écrit comme un roman en 9 chapitres, et chaque chapitre était un des épisodes, en fait. D'ailleurs, c'est une autre des raisons pour laquelle la saga est si structurée, c'est que quasiment tout est déjà écrit. J'ai pas changé grand-chose dans la façon dont c'est construit. J'ai juste donné de l'importance au dialogue et plus de narration, mais globalement tout était déjà là. Mais en fait, plus je réfléchissais, plus je me disais, en fait, vu comment, t'as un personnage qui parle à la radio, les chapitres sont des émissions. Concrètement, si tu n'en fais pas une saga audio, tu vas le regretter, parce que clairement, c'est le format qui est fait pour ça. Donc voilà, donc double réponse au final, triple réponse, même raison économique. Je prends le format qui s'adapte le mieux à l'œuvre que je présente. Et troisièmement, parce que j'aime faire les gens s'interroger sur ce qu'ils écoutent, regardent. Mais pourquoi avoir fait de Caution Investigation une série audio alors que t'aurais pu directement faire un roman, vu que c'est une série policière? Eh bien, pour les mêmes raisons, en fait, c'est le côté méta. C'est-à-dire que si tu écoutes bien au début de l'épisode, tu vois quelqu'un qui se met un vinyle. Tu entends quelqu'un qui se met un vinyle de jazz, de Miles Davis pour être précis, qui se sert un verre de whisky et qui commence à parler. Et ce quelqu'un, c'est James Eugene Caution. Mais à qui il parle? Personne ne s'est posé cette question, hein, mais quand on regarde un truc que j'ai écrit, il vaut mieux se poser ce genre de questions. Alors, moi, du coup, je me suis posé une question, je me suis dit justement que c'était lui qui relisait son rapport qu'il avait fait. Ça, c'était juste ma théorie personnelle. Genre... C'est une possibilité, mais ce n'est qu'une des nombreuses possibilités envisageables sur à qui James parle à ce moment-là. Et là, alors, bon, teasing de l'absolu, parce que là, les gens n'ont aucun moyen de savoir ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes les sagas? Une personne, par exemple. Les grands fans de Convergence vont se mettre à regarder tout.
Ah non, mais c'est le conseil que je peux vous donner quand vous regardez un truc que j'ai écrit. Soyez attentifs à tous les putains de détails. Parce que je suis vraiment un psychotique capable de cacher des lames de rasoir dans mes sucettes. Hein. C'est vraiment mon délire, ça. Premièrement, j'écris l'épisode, donc vu que la trame de chaque saga est écrite, vu qu'à la base c'était des romans, j'ai découpé ça en 9. Je sais ce qui doit s'y passer. Donc je l'écris, comme je suis un gros procrastinateur, en gros je fais rien pendant 2 semaines, puis je l'écris en 4 heures, je me relis 5-6 fois, puis je l'envoie au doubleur, qui enregistre, puis j'envoie l'épisode à Norman, qui, avec une semi-liberté, choisit un certain nombre de moments dans l'épisode qu'il va illustrer. Les illustrations sont ensuite envoyées à Aoru, qui fait les animations sur les dessins. Donc les versions animées des dessins que vous voyez dans les vidéos, c'est Aoru. Et ensuite, on m'envoie tout. Une fois que j'ai reçu les dessins animés et les répliques, je mets tout ça dans Sony Vegas Pro. Et j'ajoute les divers bruitages, je monte et j'upload. Des projets, oui. Des projets réalisables, c'est une longue histoire. Disons que par rapport à l'univers de Convergence, bon, déjà j'ai des romans qui sont en préparation, qui sortiront un jour, ça y a pas de problème, parce que j'ai un éditeur qui est plus qu'intéressé. Mais enfin, on verra quand ce sera prêt, quand je serai satisfait du résultat final. Alors, j'ai aussi sur mon ordinateur un projet de court-métrage lié à Convergence. Alors, si c'est plus ou moins réalisable à moyen terme, il faudrait un financement extérieur, ou alors il faudrait attendre que Convergence devienne un univers très rentable, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas impossible de le faire, ça à la rigueur, ça demandera juste de la patience. Et pas mal d'acteurs aussi. Et un budget effets spéciaux qui n'a aucun sens, parce que voilà, quoi, les sortilèges, les dévoreurs, tout ça, voilà. Si on veut pas que ça ait l'air cheap, ben, il faut investir. Et j'ai aussi des trucs qui sont beaucoup moins réalisables sur mon ordinateur. Par exemple, il y a tout le dossier pour créer un jeu vidéo dans l'univers de Convergence. Alors pour être précis, c'est une espèce d'action RPG à la troisième personne, un peu à la The Witcher. Voilà, il manque que le budget, j'ai toutes les idées. Il y a 200 pages d'idées, de scénarios, de trucs, voilà. C'est prêt, mais il me manque juste le bouclage du studio, et je commence. Mais et je commence à participer au boulot avec l'équipe. Après, voilà, ça n'arrivera jamais, hein, parce que ça ne marche pas comme ça, l'industrie du jeu vidéo. Il n'y a pas des randoms qui débarquent dans les studios en mode regardez, j'ai une idée, allez le faire. Ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. En attendant que je devienne un écrivain riche, bien gras et bien célèbre, ça restera à l'état de projet a priori. Bon, après s'il y a le patron d'Ubisoft qui m'écoute, voilà, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sinon ça restera à l'état de projet encore longtemps, je crois. Donc des projets, oui, mais des projets réalisables avec mes moyens actuels, pas tant que ça. Mais beaucoup de romans, 9 séries de romans, en fait, a priori. Voilà. Je ne l'ai pas dit au moment des influences, je viens d'y penser, mais j'étais très influencé par l'univers de Fallout aussi. Bon, pour plein de raisons, mais l'une des raisons, c'est que j'aime bien les jeux de rôle, et que Fallout est un jeu de rôle très avec un univers très prenant. Mais pourquoi donc ça m'a donné envie de faire un JDR Convergence, mais en quoi c'est pertinent? Bien, en fait, je pense que Convergence, c'est un univers principalement régi par le hasard, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une chose que la vie nous enseigne à la dure, c'est que c'est beaucoup plus important d'avoir de la chance que du talent. En tout cas, la plupart du temps. Et c'est-à-dire
C'est-à-dire que il y a une loi qui... prenez Radio Résistance, par exemple. C'est une chose qui revient souvent dans le discours de Judicael, c'est que en cas d'apocalypse, c'est pas lui qui aurait dû survivre. Quoi. C'est plutôt le trappeur au fond de sa campagne qui s'est chassé, qui s'est dépecé un animal et qui sait qu'il y a des champignons, quoi. Ou c'est plutôt le policier qui était formé au combat, et qui était armé, qui protégeait ses potes, etc. Mais lui, il a survécu parce qu'il a eu de la chance et que beaucoup de gens sont morts pour lui. Et dans un monde régi par la chance, je pense qu'un jeu de rôle, c'est important, parce qu'il n'y a aucun autre médium qui est autant régi par la chance. On peut maximiser ses chances, on peut faire en sorte de s'en sortir le mieux possible, mais quand on fait un 100, on fait un 100, hein, c'est tout. Et c'est quelque chose qui colle bien à l'univers de Convergence, c'est qu'au bout d'un moment, t'as beau faire tout ce que tu peux, au bout d'un moment, il y a des chances qu'il te regarde et qu'il te dit « Non, maintenant tu vas en chier ». Et ben maintenant, à l'avenir, je mettrai que mes personnages dans la chance. Une autre pour laquelle j'ai fait ça, c'est, je vous ai parlé du côté qu'il y avait toujours une raison méta pour laquelle je choisissais les médias par lesquels j'exprimais le monde de Convergence. Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose de méta dans mes JDR? Ceux qui ont participé. Vous êtes-vous posé cette question? Si la réponse est non, à la prochaine partie, réfléchissez-y. Là, tu m'as foutu un guac. Tu vas me refaire exactement réfléchir comme la première fois, toi. Le guac, il est là, le guac. Alors déjà, il y a Chrome qui fait les dessins. Merci à lui, parce que voilà, sans lui, parce qu'il a fait quand même quelques recherches pour trouver le style qui collait bien à Convergence. Donc merci à lui. Et puis merci quoi. Merci Chrome, je t'aime mec. Ensuite il y a Aoru qui anime les dessins. Merci à lui aussi. D'ailleurs, vu que beaucoup de gens m'ont demandé qui faisait les animations, alors je ne vous révélerai pas le prix auquel Aoru me paie pour que pour qu'il fasse ça pour moi, parce que c'est un prix d'ami très très cassé. Mais si vous voulez lui donner un dessin animé pour vous, je suis quasiment sûr qu'il prend les commandes. Donc n'hésitez pas à le contacter, à lui proposer votre prix, etc. Il vous répondra. Ensuite, il y a l'équipe de doublage qui m'aide beaucoup. Alors déjà, il y a Sayuri qui a participé à l'épisode 3 de Radio Résistance, avec ce rôle légendaire de la fille du silence, que je n'ai pas oublié, que personne n'a oublié, je crois. Ah voilà, merci Sayuri, qui est de simuler l'orgasme alors que ton père était à côté. Je me demande comment il l'a pris tout ça. Bref, alors il y a aussi évidemment Aoru, que j'ai déjà cité, mais qui fait la voix de Poruk. Merci à lui. Ensuite, il y a John, évidemment. John Vos, qui, en plus d'être un youtubeur de qualité, est aussi un doubleur avec un talent inné pour ça. C'est incroyable le nombre de voix qu'il peut faire. C'est parce qu'il fait la voix de James Caution, mais il a aussi fait la voix du chef du tribunal dans l'épisode 2 de Radio Résistance. Si vous voulez voir le genre de voix qu'il peut sortir, c'est incroyable. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, il y a Anne, ah bah oui, évidemment. Il y a Yo de Fou aussi, qui a fait la voix de Monsieur Pas vos affaires dans Caution Investigation. Et enfin, Canary, qui a fait la voix de Dulci dans Caution Investigation aussi. Qui sont deux passionnés de doublage. L'une parce que c'est une doubleuse qui a quand même pas mal bourlingué dans le milieu des comics dub et des dubs semi-pro, et qui donc est très compétente. Et Yo de Fou parce qu'il a une chaîne sur le doublage, j'espère que le lien sera en description quelque part, voilà, et du coup il a pu s'inspirer de beaucoup d'acteurs, de beaucoup de doubleurs, de comédiens de doublage si je vais être précis, pour sortir la voix qu'il a sortie. Et ça se voit que c'est un passionné, ça se voit que quand il fait un doublage, c'est pas au pif, il s'investit. Et ça se sent, et j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors, il y a aussi Teiki Sensei, alors, qui n'est lui aussi un youtubeur d'exception, alors qui n'est pas encore apparu dans les sagas audio, mais qui aura un rôle dans les deux sagas audio. Et là, c'est là que vous vous dites, mais Lucas, t'as dit qu'il y avait un côté méta dans tes sagas audio, donc si deux mecs ont la même voix, c'est que c'est la même personne, ou qu'ils sont pas.
Alors, la plus grosse difficulté, c'est accepter ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je voudrais faire. J'ai parlé du court-métrage, c'est qu'un exemple, mais je peux pas. Parce que pas d'argent pour l'instant. Et aussi, je pense que la plus grosse difficulté, c'est accepter le fait de devoir se concentrer sur certaines choses. Attends, c'est parfait, je vais pouvoir me rattraper sur un truc que j'ai pas dit dans la question d'avant. Parce que, en fait, j'ai essayé de m'investir jusqu'à il y a peu de temps. J'ai essayé de m'investir à la fois dans les sagas audio et dans le jeu de rôle sur table Convergence. Mais c'est une chose qui était très difficile parce qu'organiser les parties ça prend du temps, créer les scénarios ça prend du temps, etc. Et du coup j'ai dû accepter de dire jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pour m'aider, saga audio et puis un point c'est tout et je fais un scénario de temps en temps. Et puis il y a Aria qui est arrivé que je n'ai pas cité, que je vais remercier parce que ils m'aident beaucoup sur le jeu de rôle sur table. Parce que c'est un vrai power gamer et qu'il crée des règles qui fonctionnent, alors que moi, pour créer des règles qui fonctionnent pour la magie, j'ai dû m'y prendre à genre 5-6 fois. Ensuite, parce qu'il fait des scénars, il écrit et fait des scénars de Convergence sous ma direction, entre guillemets, mais il le fait, ce qui est très sympa de sa part. Donc voilà, je pense que la plus grosse difficulté, donc, c'est comme je le disais, c'est d'accepter le fait qu'on ne peut pas être partout à la fois quand on a plein d'idées comme ça, et d'accepter de se concentrer, de se frustrer et de dire ça, et je l'ai en tête, mais je le ferai plus tard, même si c'est difficile parce que on peut faire qu'une chose à la fois quand on a plein de choses à gérer, parce qu'il y a Convergence, mais si je faisais ça à plein temps, peut-être que je pourrais tout gérer à la fois, mais le problème c'est que j'ai aussi un Master 2 que je dois finir, un boulot à côté, et un semblant de vie sociale, on va dire. Waouh, attends. Ah putain. Ah mais c'est pas la question piège, là, c'est la question labyrinthe. Attends. Ah bon sang. La passion, je vois que ça, quoi, concrètement. C'est-à-dire que en fait, il faut aimer faire ce qu'on fait, et il faut avoir un truc à dire. J'ai des trucs à dire avec Convergence parce que bon, ça se voit pas forcément dans l'état actuel des choses. Quoique, ça se voit un petit peu avec Radio Résistance, mais Convergence n'est pas... Convergence est une œuvre apolitique dans le sens où je ne me considère ni de gauche ni de droite, mais c'est pas une œuvre qui ne parle pas de politique. C'est une œuvre qui a un avis, dans laquelle je transmets un avis sur la société, subtilement, hein, parce que concrètement, si tu t'en fous, tu peux l'ignorer et tu peux juste t'amuser, mais il y a des réflexions sociales dans Convergence. Ça se voit pas tant que ça avec Radio Résistance, même si ça se voit un petit peu, comme je l'ai dit. Mais dans d'autres œuvres, ça se verra beaucoup plus. Et donc il y a ça, il y a le fait que j'ai des choses à dire, que j'ai envie de transmettre par rapport à ça. Et il y a le fait que j'aime beaucoup ce que je fais, quoi, que concrètement, c'est plus ou moins tout ce que je sais faire, donc j'ai pas trop le choix, mais créer, c'est quelque chose que j'aime faire. Apprenez à mesurer vos limites. Et outrepassez-les si vous en avez les capacités et si il le faut pour aller là où vous voulez aller. Par exemple, si vous ne savez pas écrire de dialogue et qu'il faut absolument que vous écriviez des dialogues pour ce que vous avez envie de faire, entraînez-vous. Ensuite, si vous sentez que vous ne vous amusez plus, faites une pause, arrêtez ou changez de voix. Mais comment dire, si vous commencez à écrire du roman ou je ne sais quoi, comme vous allez au boulot, vous n'allez pas y arriver. Ça doit être difficile, ça doit demander du temps, ça doit demander des efforts, mais si jamais ça vous saoule, c'est que y a un problème quelque part. Et si ça vous saoule, arrêtez-vous, parce que sinon ça va vous détruire. Parce que clairement, auteur en général, c'est un boulot, mais c'est pas un boulot normal. C'est pas un boulot où on pointe à une heure et on repart à une autre. C'est un boulot dans lequel on met toute son âme, en fait. C'est pour ça que c'est un boulot qui peut être soit salvateur, soit dévastateur selon la façon dont les choses tournent. Et si vous commencez à vous sentir mal, c'est le moment de lâcher prise. Au moins de changer de voie. Alors, lance-moi 7 descentes. Si tu fais 7-0-1, je te le dis. Merci pour le temps que tu nous as donné, Lucas. Merci à toi. Et merci à Lumina qui était dans l'ombre cachée et nous observait tel un ninja. Adieu.